Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 mars 2024. Et par rapport à l'engagement que nous avons pris, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous, pour nos échanges, pour que nous examinions ensemble un peu quelques aspects de la vie politique, sociale, économique de notre pays, le Congo. Aujourd'hui, le thème, il peut paraître assez court. En fait, on veut dire trop, c'est trop. Il y a trop de scandales. Le pays, nous avons eu l'habitude de dire que le pays allait mal, très mal. Mais là, on a le sentiment que les choses s'empirent de plus en plus. Et c'est dommage. C'est vrai que le gouvernement, le pouvoir a pris sur lui de mener un certain nombre d'actions, mais vous savez que c'est toujours comme ça que ça se passe. Inauguration ici, pose de pierre ici et là. Ça veut dire qu'ils sont dans la logique, en principe, de la projection de l'élection présidentielle de 2026 avec quelque chose que vous connaissez bien, puisque Anatole Collinet-Makosso l'avait annoncé sur un plateau de télévision en France en disant qu'il travaillait pour que Denis Sassou Nguesso se présente en 2026. Et il a repris lorsqu'il y a eu la cérémonie de présentation des vœux, le considérant d'ailleurs comme un homme providentiel. Continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation. Ce qui nous a fait immédiatement penser à la déclaration du président Mahamadou Issoufou du Niger, qui avait déclaré vraiment sur cette question: je suis démocrate dans l'âme. Je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme irremplaçable. Mahamadou Issoufou cédera son fauteuil à la fin de son second quinquennat. C'est du moins ce que le président nigérien a laissé entendre samedi soir à la télévision nationale. Réélu en 2016 à la suite d'une élection controversée, il dit souhaiter respecter la Constitution qui limite à 2 quinquennats le mandat présidentiel. C'est un coup d'éclat que vient de réaliser le président, se positionnant comme l'homme de l'alternance pacifique. Moi, je suis un démocrate dans l'âme. Je n'ai pas cette arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable, a-t-il martelé sur les antennes de la télévision nationale. En promettant de passer le témoin à un autre Nigérien que ses compatriotes auront choisi, Mahamadou Issoufou refuse ainsi de se mettre au diapason des réformes constitutionnelles adoptées par certains présidents africains pour se maintenir au pouvoir. Et quand on cite cette déclaration, il faut immédiatement penser à Barack Obama, qui dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais elle a besoin des institutions fortes. Et c'est véritablement le cas de notre pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Et je crois que l'un des événements sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, ben c'est la déclaration faite par un parlementaire de la majorité présidentielle. Il a choisi de parler sur la sécurité, le domaine de la sécurité. Et je crois que le bilan qu'il a fait est un bilan tellement chaotique euh, de l'action du pouvoir en ce qui concerne la sécurité. Donc nous avons pensé, en disant trop de scandales, qu'il faut essayer de les énumérer et essayer d'en tirer les leçons pour faire le point et voir comment nous allons avancer. Alors, dans ce cadre, nous allons en citer quelques-uns. Le premier, comme je vous l'ai dit, je parlais de la situation sécuritaire. Et vous avez le député Idever Moigny, qui est député de la majorité présidentielle, qui a fait une vidéo dans laquelle il décrit la situation chaotique dans laquelle se trouve notre situation sécuritaire, ce qui est véritablement dramatique. Mais avant l'avoir fait, il a tenu à rappeler et il a reconnu que sous Pascal Lissouba, ils avaient mis en place un plan de déstabilisation. En fait, c'était pour faire apparaître en première ligne Denis Sassou Nguesso et noircir un peu le bilan de Pascal Lissouba. Et d'après ce qu'il a déclaré, il semble qu'ils
qu'ils ont plus ou moins réussi dans cette démarche. Mais après, lorsqu'ils parlent du dispositif sécuritaire de notre pays, je crois que tous les internautes l'ont suivi, ben, ils parlent d'une situation chaotique, d'une situation qu'il faut réformer, tant au plan structurel, au plan de l'organisation, au plan des hommes. Ils parlent de ce que les hommes qui y sont n'ont pas la compétence voulue et que ce sont des hommes qui parfois ont choisi l'enrichissement illicite au détriment de la situation des Congolais. Et il explique effectivement qu'il a constaté que la police, par exemple, était démissionnaire et qu'il le regrettait énormément. En fait, il a conclu son propos en disant qu'il faut changer. Il a fait une proposition. Il faut changer radicalement les choses et essayer de changer les hommes parce qu'à tous les niveaux, d'après ce que j'ai compris, ils ont complètement échoué. Toloba, Tolobate, c'est ça petit. Biso, tala, et comme il y a moyibi ambongo. Bana poste soit bayibi, soit batik. Donc, bakomika na moyibi ambongo. Mosalo, bapesa ki bango, pona basala, bango sala soute. Et tu sais que tous les jours ici au Congo, même jusqu'à ce matin, groupe bakulu na bake, koyiba soki wapi lobi na butu, et pas donc un Kuluna, son père est gardien quelque part, a memi balinga koyiba, malchance, babomi père naï. Tu suis un peu? Tout, tout, tous les jours au Congo et Bisso, on a soi-disant le chef de la police, on a ceci, tous les jours, Bakuluna Babomaka, tous les jours, insécurité Mataka. Mais le vieux là, c'est notre vieux. À un moment donné, il faut qu'on le baque, il a atteint ses limites. Il ne peut plus produire. Dire ça, c'est pas être contre lui. C'est nous protéger nous-mêmes. Parce que nous sommes exposés. Mon petit, tu te rends compte que biso toi la bactère t'es. Mais banyama, bakokoyaka pe bayeko sala lokola ke bayeka braquage, ok bayaki na mission pe bayeko leka. Donc mboka ekoki kozala ko continuer nengo te. Moi, je n'ai pas peur que les gens enregistrent les gens ou pas. Mais je ne dis que la vérité, ma besoin n'a fini mernaï. Ma sécurité en dépend. Tu suis un peu? Donc pour moi, dans le bien de choses, je persiste et je signe, petit nanga, il faut aussi, à lieu de changer, au banana, ministère intérieur, au kitina, au baratina, bango babato, yako changer. Je le dis clairement. Le deuxième aspect que je vais aborder, où je me dis, je me pose des questions sur la considération que les gouvernants ont des Congolais, c'est le recensement général de la population et de l'habitat, le cinquième, qui a été réalisé, pour lequel les résultats préliminaires ont été donnés et qui a été soumis à l'appréciation, dont les résultats ont été soumis à l'appréciation du Conseil des ministres du 24 janvier 2024. Et nous avons été surpris qu'après, semble-t-il, qu'on ait donné les données au plan spatial, etc., que le gouvernement se soit prononcé, se soit félicité de la réussite du processus de recensement. Et ça me pose à moi, et ça pose à beaucoup de Congolais un certain nombre de problèmes. Pourquoi nous disons que ça pose un certain nombre de problèmes? Parce que dès la publication des résultats préliminaires de ce recensement, nous avons constaté qu'il y avait une hausse vertigineuse au niveau de la population des départements de la partie septentrionale du pays et une baisse préoccupante au niveau des départements de la partie sud du pays. Et nous avons constaté, quand on prend par exemple le recensement de 1974, la population des 5 départements de la partie septentrionale représentait à peu près 46,8% de la population des 5 départements de la partie sud. Ça a évolué en 1984. Ça a évolué en 2007 pour atteindre près de 66,6%.
Curieusement, en 2023, la population des 5 départements de la partie septentrionale représente 99,5% de la population des 5 départements de la partie sud. Il y a un problème. Et la question qu'on a posée, le problème qu'on a posé au gouvernement, c'était d'expliquer aux Congolais l'origine de ces tendances qui ont été observées. Non, le gouvernement n'a pas jugé bon de donner des explications aux Congolais. Ils ont approuvé. Mais nous ne sommes pas surpris qu'ils aient approuvé. Parce que c'est le point de départ de la tricherie dans les élections. Et nous le savons. Assez souvent, nous avons eu des débats sur la maîtrise du corps électoral, sur la fiabilité des listes. Et c'est là le problème, l'un des problèmes de fond. Et c'est pour ça que nous disons, trop c'est trop. Le gouvernement ne peut pas penser qu'il ne répond pas aux préoccupations des Congolais pour toujours faire comme le chien aboie, la caravane passe, et estimer que les Congolais resteront silencieux. Non, cette fois-ci, nous les suivons. Et pour le recensement, nous tenons à ce que ces explications puissent être données et que nous avançons correctement. Le troisième point que nous allons aborder, franchement, nous en sommes préoccupés, c'est ce que nous appelons le scandale des passeports. En même temps qu'on avait fait passer la vidéo sur les élèves du lycée du 5 février 1979 jusqu'à ce qu'on les ait conduits devant le procureur de la République et il se trouve présentement à la maison d'arrêt, il circulait sur les réseaux sociaux une vidéo qui mettait en cause le ministre de l'Intérieur dans l'attribution des passeports qui ont été attribués pour la plupart à des jeunes filles chinoises, à des jeunes filles de la RDC pour, semble-t-il, des besoins de plaisir et autres. L'histoire là, est bandit de l'autre Maramba M. Mboulou. Le ministre Mboulou, c'est moi qui a clashé votre nom sur les réseaux. Ce n'est ni Anthony Fi capable. Il faut envoyer ça chez moi. Comme ça, on a mené bima on a vidéo na poto. Parce que tout n'a preuve ni na qui n'a poto. Parce que na yebate. Na yebi preuve o ela qui poto. Na yebi na la preuve o ela qui poto. Il a passeport à Brazzaville. En tant que Congolaise et créer des problèmes. Boa ba zoba. Na yo ya ba jemi ba ta poto écran. Et c'est une situation extrêmement grave. Parce que le passeport, c'est l'un des symboles de la République. Et le gouvernement est resté silencieux. Et nous allons y revenir. Parce que lorsqu'il s'est agi de Madame Françoise Joly, mais la présidence de la République a publié un communiqué. Mais quand il s'est agi du passeport, lorsqu'on sait que les Congolais éprouvent les pires difficultés du monde pour avoir des passeports, il y en a qui avancent des chiffres, qu'il faut parfois 300 000, qu'il faut parfois 250 000, qu'il faut attendre, que le passeport a été mis en quarantaine. Et voilà que des jeunes filles, pour des besoins de plaisir de quelques individus, certainement des membres du gouvernement, les gouvernants, etc., que le passeport est attribué à des jeunes filles qui, en réalité, ne sont pas des Congolaises. Et c'est un problème extrêmement grave. Mais toujours parlant du passeport, nous en arrivons à cette révélation qui a été faite par un de nos frères ouest-africains qui, s'adressant aux Congolais, a regretté que le Congo était gangréné par la corruption. Il y a un réseau, il y a des réseaux mafieux qui ont été mis en place pour l'attribution des passeports à des sujets ouest-africains. Et c'est vraiment dommage, parce que les Congolais se sentent humiliés. L'image du Congo est véritablement ternie. Nous ne savons véritablement où nous mettre la tête. Et c'est dommage. Est-ce que ce genre d'actes peuvent rester impunis? La réponse est non. On ne peut pas prendre les jeunes pour le symbole du drapeau, les amener en prison et laisser, sans être inquiétés, les responsables des actes qui sont posés, des actes que je considère comme graves, qui sont posés au niveau de l'attribution du passeport. Mais ce n'est pas tout. Lorsque nous allons aux élections,
nous avons souvent un débat. Et le débat qui arrive assez souvent, c'est que l'on attribue les cartes nationales d'identité à des étrangers pour qu'ils votent pour telle ou telle tendance. On arrive même à parler des procurations. C'est pour ça que, selon moi, franchement, le ministre de l'Intérieur devrait démissionner. Le ministre de l'Intérieur devrait démissionner. Et des dispositions devraient être lancées, prises, pour organiser un audit, tant au niveau de l'attribution des passeports, au niveau de la carte nationale d'identité. Et je crois que c'est un phénomène qui nous préoccupe, qui nous fait toujours dire ce que nous avons dit. Trop, c'est trop. Trop de scandales au Congo. Et c'est souvent les membres du gouvernement, les gouvernants qui y sont impliqués. Je passe au point suivant, c'est le FIGA. Je ne vais pas beaucoup développer sur le FIGA, tout le monde sait ce que représente le FIGA, le scandale que ça représente. Tout le monde sait que la ministre Lydia Jacqueline Mikolo est impliquée dedans. Tout le monde sait que M. Mbouloukoué, le directeur général, a été suspendu. Et la commission en charge de l'économie et des finances, qui, dans ce règlement intérieur, a comme responsabilité de traiter les questions liées aux finances publiques, aux institutions financières, s'est appuyé sur une disposition donc constitutionnelle, mais qui est reprise également dans notre règlement intérieur, qui est la question écrite. S'agissant donc du cas FIGA, c'est depuis le 7 mars que la Commission économie et finances a, au moyen d'une question écrite adressée à Madame la ministre qui assure la tutelle du FIGA, lui a demandé de motiver la note de service qui suspend le directeur général du FIGA. La réponse nous est revenue le 20 mars. La commission s'est retrouvée pour traiter la réponse écrite de Madame la ministre. Sa réponse était appuyée des pièces qui devraient nous convaincre de la nécessité de suspendre le directeur général du FIGA. Suite à cet examen, la commission n'a pas été satisfaite des éléments de réponse venus du gouvernement. Mais cette affaire n'a jamais été correctement réglée à notre connaissance à la justice. Et qu'est-ce que nous découvrons? On découvre sur les réseaux sociaux un certain nombre de publications qui font apparaître que M. Mbouloukoué, le directeur général, a été blanchi par la haute autorité, par la haute cour de justice. Mais c'est très grave. Après les preuves qui ont été balancées sur les réseaux sociaux, que fera-t-on de ces preuves qui montraient, qui illustraient clairement que de l'argent a été utilisé pour financer la campagne de Jacqueline Lydia Mikolo à Muyonzi? Que fera-t-on des... Non, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas continuer dans ce pays à considérer qu'il y a des gens qui peuvent tout se permettre. On peut voler. Et on va même jusqu'à oublier qu'on a crié dans ce pays. Youlou a tout volé, nous rebâtirons de nouveau. Suffit la liberté. Ce n'est pas normal. On ne peut pas penser qu'il y a des Congolais qui peuvent se considérer comme des hommes et qu'il y en a d'autres qui devraient se considérer comme des sous-hommes. Tous ces cas sont des cas, à notre avis, qui sont faits pour protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite et de plonger les Congolais dans la misère, dans la pauvreté et dans la souffrance. Mais ce n'est pas tout. Nous arriverons finalement au cas, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il faut que je dise un mot. Celle qui a été nommée par le président de la République, ministre, représentante du chef de l'État, qui est, dit-on, compétente, etc. Mais les Congolais n'ont jamais vu son CV. Et il faut nous dire, puisqu'elle est franco-rwandaise, elle n'est pas congolaise. Et je tiens à donner mon point de vue. À ce niveau, on devait faire constater qu'il n'y a aucun Congolais ou aucune Congolaise dont le CV permet de remplir ses fonctions. Et ce n'est pas ma conviction. Le communiqué publié par la présidente de la République a suscité beaucoup de réactions. Ces réactions sont claires.
c'est une condamnation de ce qui se passe. On considère ça pour la plupart comme de l'infiltration. Surtout que nous avions pensé qu'il fallait que nous annulons les accords que nous avons signés avec le Rwanda, que d'ailleurs, pour lesquels d'ailleurs le gouvernement n'a jamais mené les démarches pour obtenir l'autorisation de ratification. Et si mes souvenirs sont exacts, je crois que l'Assemblée nationale a prévu au cours de sa session, de sa présente session, d'examiner le premier document. Et à mon avis, ce n'est pas du tout intéressant. Nous savons qu'avec le Rwanda, en 2021, il a été signé un accord de coopération militaire et technique. Jusqu'à présent, ça n'a pas été présenté. Au niveau du Parlement pour l'autorisation de ratification. Nous savons qu'avant que ces accords n'aient reçu la ratification, on a déjà loué des terres. Ce n'est vraiment pas du tout normal. Donc, la relation entre le Congo et le Rwanda est une relation qui nous a toujours posé des problèmes. Et nous avions pensé qu'il y avait toujours un agenda caché. Et cet agenda s'illustre par la présence de cette dame que l'on appellerait, dit-on, Françoise Joly, aux côtés du chef de l'État. En ce qui me concerne, ma position est claire. Cette femme doit être relevée de cette fonction. Non seulement pour ce qu'on vient d'évoquer, mais ensuite parce que nous nous battons depuis longtemps et demandons au gouvernement d'agir pour réduire le train de vie de l'État. Et quand nous parlons du train de vie de l'État, c'est la réduction des effectifs au niveau de toutes les institutions de la République, particulièrement le gouvernement, au niveau de tous ceux qui ont été nommés avec rang de ministre, etc., parce que ça permettrait de réaliser des économies qui peuvent nous faire avancer et aller de l'avant. Après ce dossier, je passe à un autre. C'est le dossier de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Et ce dossier me préoccupe personnellement. Pourquoi? Mais parce que le 9 décembre 2023, le président de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption a fait une déclaration dans laquelle il a porté à la connaissance tant de l'opinion nationale qu'internationale qu'ils avaient diligenté 30 enquêtes et investigations et que le moment était venu pour en publier pour délibérer et en publier les résultats. Et qu'au-delà des résultats, il y aurait saisine de la justice pour poursuivre les gens pour fait de corruption, pour fait de fraude, de détournement de fonds publics et autres. La Haute Autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. La Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes, toutes diligentées contre des responsables administratifs et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert le 10-23 mis en service depuis le mois d'août 2022. Le constat qui se dégage d'ailleurs au niveau des populations est que la corruption a gangréné toutes les sphères de la vie nationale et les prestations des services publics en faveur des citoyens sont réalisées sur le dos de la corruption, faisant de ces populations des victimes de ce fléau. Figurez-vous que depuis cette déclaration jusqu'à maintenant, rien ne se passe. La conclusion, c'est laquelle? La conclusion, c'est une nouvelle fois. On a choisi de protéger ceux qui se sont enrichis sur le dos des Congolais, ceux qui ont agi pour enfoncer les Congolais dans la misère. Et c'est extrêmement grave. Et après, vous suivrez, si vous avez suivi le message sur l'état de la nation du président de la République en 2023, on nous dira que les institutions au Congo fonctionnent bien. Non, ce n'est pas sérieux. Elles ont des problèmes. Nous nous demandons si ce n'est pas le pouvoir exécutif qui fait pression sur toutes ces structures pour que tout ce qui est corruption ne nous permette pas d'avancer et d'aller de l'avant. Au-delà de ça, j'ajouterai quelque chose qui est présentement sur les réseaux sociaux.
soi-disant l'interpellation du directeur général des impôts avec quelques-uns de ses collaborateurs pour une somme de 2,4 milliards. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on devrait dire qu'on a retenu, il a l'interdiction de sortir ou il devrait être présenté devant le procureur de la République? Parce que le président de la République doit savoir que dans la prestation de serment qu'il a faite, il a pris l'engagement de garantir la paix et la justice à tous. Et on se rend compte qu'au Congo, c'est la justice à deux vitesses. Ceux qui sont proches du pouvoir, ils peuvent tout se permettre, ils sont protégés. Et il y a des gens qui sont ciblés, pour lesquels on essaye ou on ne peut véritablement pas les laisser tranquilles. Maintenant, j'en viens à un autre point, mais je vais être rapide là-dessus. L'année 2024 a été déclarée année de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a un séminaire gouvernemental qui a été organisé. On vient de tenir l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, etc. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je dis une chose. L'année de la jeunesse dans ce pays n'aura de véritable sens que lorsqu'on aura fait la lumière sur les 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui étaient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et pour lequel l'engagement a été pris depuis 2006 que chaque année, la Cour des comptes et de discipline budgétaire devait réaliser un audit. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Que les gouvernants nous disent pourquoi cet audit ne se fait pas. La Banque centrale est là. La Cour des comptes et de discipline budgétaire est là. Que cache-t-on en réalité? Et le sentiment des Congolais, évidemment, ça explique pour le phénomène de la création des multimilliardaires qui se sont en fait accaparés de cet argent et qui, profitant de leur position au sein de l'appareil de l'État, ne veulent plus que la lumière puisse être faite et qu'on puisse avancer. Maintenant, le dernier point sur lequel je vais avancer, c'est le point le plus important. Tout ce qui se passe maintenant, les Congolais doivent le comprendre. Ça ne s'explique que par un fait, la volonté manifeste de se maintenir et de conserver le pouvoir à tous les prix, tout en sachant que déjà, le changement de constitution en 2015 et aujourd'hui, ce n'est plus un problème congolais, c'est un problème mondial, c'est un problème africain, n'a été rien d'autre qu'un coup d'État constitutionnel. La question, c'est de savoir à quand le retour à l'ordre constitutionnel. C'est bien que le Congo aille à la CAC, prendre position pour demander que le Gabon revienne à l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. Mais il est mieux que les gouvernants congolais se rendent compte, d'autant que lorsqu'on approfondit le problème, la démarche qui avait été faite après l'organisation des consultations populaires politiques nationales, qui avait été faite après le dialogue de Sibiti, c'était de dire, de saisir la Cour constitutionnelle, non pas pour procéder au changement de constitution, mais pour voir si en droit le président de la République était fondé pour organiser un référendum en vue de faire évoluer les institutions. Et il est clair que tout est mis à nu maintenant. Toutes les manigances du pouvoir commencent à être mises à nu. Parce que faire évoluer les institutions n'a rien à voir avec le fait de faire sauter le verrou qui était contenu dans la Constitution du 20 janvier 2002, qui disait clairement qu'on ne pouvait pas réviser la Constitution en ce qui concerne le nombre de mandats. Et vous voyez bien qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Mais il n'y a pas que ça comme problème au niveau du retour à l'ordre constitutionnel. L'autre aspect les autres aspects au niveau de l'ordre constitutionnel se présentent comment? Mais vous savez bien, le président de la République, pratiquement depuis 2002, est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de la Constitution. À quand le retour à l'ordre constitutionnel? C'est-à-dire à quand
le fait qu'il cesse d'être président du Parti congolais du travail. C'est un des aspects. Nous ajoutons à ça, depuis 2002, le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine, conformément à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et conformément à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Mais le président de la République doit savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et le premier qui doit donner l'exemple en ce qui concerne le respect des lois, c'est bien le premier magistrat, c'est-à-dire le président de la République. Vous comprenez la gêne qui nous envahit à chaque fois que nous abordons ce problème, parce qu'il s'agit d'une violation qui dure depuis 2002, donc qui dure depuis 22 ans. Et à chaque fois, on veut faire croire qu'on est en conformité avec la loi. Et en ça, j'ajoute pour les Congolais que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis politiques, le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné depuis. Non, ce n'est pas ça qui intéresse le Parti congolais du travail. Ce n'est pas ça qui intéresse le Premier ministre. Ce n'est pas ça qui intéresse le président de l'Assemblée. Ce n'est pas ça qui intéresse le président du Sénat. Ils sont tous intéressés par une chose: représenter Denis Sassou Nguesso en 2026 à l'élection présidentielle. Tout en sachant que du point de vue du droit, il est dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Du point de vue de la durée, les jeunes ne le savent peut-être pas. Le président Sassou a été président de la République de 79 à 92. Vous pouvez à 91, ça fait 12 ans. Ensuite, après la guerre, il a fait une transition qui était initialement prévue de 3 ans, mais qui a été de 5 ans. Faites vous-même le calcul. Et au bout de cette transition, la Constitution du 20 janvier 2002 avait prévu 2 mandats de 7 ans, qu'il a accompli. Mais diable, pourquoi le président Sassou pense-t-il qu'il est irremplaçable? Pourquoi pense-t-il qu'au Parti congolais du travail, il n'y a pas de cadres qui peuvent être présentés comme candidats à la présidence de la République? Pourquoi pense-t-il? Mais le drame, ce n'est pas ça. Le drame, c'est que pour rester là, on fait tout. Comme c'est le PCT qui organise les élections, on fait tout pour que le système d'organisation des élections soit entre les mains du PCT, qui n'est pas en conformité avec la loi et qui fait tout pour que les élections soient des élections truquées, dont les résultats sont suffisamment connus d'avance. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont en train d'être mises à nu. Et nous nous efforcerons de sortir à chaque fois les affaires du silence dans lesquelles les gouvernants veulent les plonger pour que les Congolais soient régulièrement informés de la véritable situation. Donc, chers téléspectateurs, j'ai tenu à partager avec vous cette situation en disant trop c'est trop. Il y a trop de scandales, il y a trop d'impunité, il y a la protection des gens qui se sont enrichis illicitement alors que ces gens devraient se retrouver en justice. Il y a la souffrance des Congolais, mais la préoccupation des gouvernants, c'est la conservation du pouvoir, quels qu'en soient les prix. Mais ça, les Congolais veulent de la paix. Les Congolais veulent de l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Les Congolais savent qu'on a fait un recensement, mais les données de ce recensement ne permettront pas l'utilisation des cartes biométriques pour qu'on aille vers une élection véritablement crédible. Les Congolais sont en éveil. Et cette fois-ci, il faut que nous suivons tout. Nous suivons tout pour que les choses rentrent dans l'ordre et que les Congolais puissent prendre leur destin entre leurs mains pour que les gouvernants soient les gouvernants qui puissent véritablement assurer les conditions de vie des Congolais, qui puissent agir pour le développement du Congo et qui puissent faire en sorte que le Congo ait véritablement sa place dans le concert des nations. Il faut arrêter les scandales. Il y en a trop et de tous ordres. Dans tous les cas, avec les réseaux sociaux, ils seront toujours dénoncés. Et avec les réseaux sociaux,
il faut que le pouvoir prenne les dispositions pour que ces faits soient pris en ligne de compte. Et si on doit traduire les gens en justice, qu'ils soient traduits en justice. Donc, chers téléspectateurs, c'est un peu le sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, ça sera, je crois, le samedi 16 mars, nous aurons encore l'occasion de développer un sujet et nous vous donnons rendez-vous. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous donnons rendez-vous à samedi 16 mars 2024 prochain. À bientôt. Merci pour votre aimable attention.